Pierre-Charles Marais, vous êtes coprésident d'Habitat Participatif France. Et donc la mission d'Habitat Participatif France que vous allez évidemment nous décrire est de promouvoir justement les organisations collectives pour voilà, expérimenter, produire, faire vivre justement des habitats qui sont plus accessibles à tous. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est que l'habitat participatif et nous expliquer un peu plus concrètement ce qu'est la mission voilà, d'Habitat Participatif France? Donc, en effet, Habitat Participatif France est un réseau national qui fédère de nombreux acteurs sur les territoires et puis surtout des groupes d'habitants qui sont engagés dans ce type de projet. Donc, je vais commencer par vous définir de quoi on parle. Donc, l'habitat participatif, ce sont des projets d'habitat collectif qui, comme son nom l'indique, sont promus et développés par les habitants eux-mêmes. Donc, on va mettre en place une méthodologie qui va reposer sur l'existence de groupes d'habitants, non pas après la livraison, une fois que les logements existent déjà, mais avant le processus de production, ce qui va permettre de concevoir le projet par les futurs habitants eux-mêmes. Et ça, c'est un processus qui est très courant dans le cas des maisons individuelles, mais qui n'existe quasiment que dans l'habitat participatif concernant les logements collectifs. Donc, c'est en ça que c'est un outil très intéressant pour promouvoir une construction de la ville qui prend en compte les besoins des habitants qui sont là avant et ils peuvent participer à ce processus de construction des logements. Donc, vous le voyez bien, ça implique que les habitants arrivent beaucoup plus tôt dans le processus. Et là, en l'occurrence, c'est possible parce que c'est les habitants qui sont porteurs du projet. Le deuxième caractéristique de ce type de projet, c'est l'existence d'espaces mutualisés, espaces communs qui vont être très variés. On peut voir les jardins qui sont partagés, une salle commune, des chambres d'amis, des buanderies, des ateliers, des salles de musique. Vraiment, c'est tout à fait libre. Ça va dépendre de ce que les habitants ont envie de mutualiser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on offre la possibilité d'avoir un équilibre entre des espaces privatifs, des logements, chacun a son logement, mais également des espaces collectifs dans lesquels peuvent survenir, quand on en a envie, sans contrainte, des moments de convivialité, de partage, d'organisation d'activités qui ne sont pas forcément possibles dans ces espaces individuels. Et ces espaces communs, ils vont nous faciliter la possibilité d'avoir des logements un peu plus réduits, plus modestes, plus sobres, puisqu'on va avoir accès ponctuellement, quand on en a besoin, à une chambre d'amis, à un rangement, etc. Et puis le troisième point, c'est la gestion des parties communes du lieu de vie de l'ensemble immobilier par les habitants eux-mêmes qui se sont formés, organisés en amont de ce processus de production et qui sont parfaitement, après la livraison, en charge de gérer un ensemble immobilier. Alors l'enjeu, c'est pas seulement de se passer des syndics, c'est surtout d'avoir une capacité collective d'animer de la convivialité dans des espaces, justement pour retrouver des aménités urbaines, de la qualité de vie au quotidien, de l'entraide, de l'humain dans le logement. Alors, vous avez bien compris que la clé, c'est la place des habitants dans ce processus de production des logements. Donc, concrètement, ça veut dire qu'en phase programmation, on va du coup avoir des habitants qui vont définir leurs besoins et du coup, qui nous permettent, très intéressant, de sortir du programme standard. Dès lors que le futur usager est là dès le début, et ben en fait, on s'affranchit de tous ces risques de commercialisation, etc., qui poussent à la standardisation et on va pouvoir faire des choses beaucoup plus originales qui répondent vraiment à des besoins existants avec la personne en face. Et ça va être un outil, y compris dans les questions de… Alors évidemment, pour la production de logements neufs, sortir des trames, du standard, etc., mais très utile quand on intervient dans de l'existant, dans des lieux atypiques, originaux, etc., parce qu'on va s'autoriser à faire des choses un peu bizarres, parfois contraintes par des lieux qui ont une forme, voilà, pas standard, justement, parce qu'en fait, on a des personnes là qui peuvent voilà, utiliser de créativité pour imaginer des choses qui sortent des cadres habituels. Donc, je vais vous illustrer un exemple de reconversion de friche qui met à profit cette possibilité. Les habitants participent à la conception des logements, je le disais, donc dans toute cette phase de travail avec les architectes. Ils établissent des modes de gestion et des règles de vie en commun. Alors ça va directement avec la question des espaces communs, puisque qui dit espace partagé, dit modalité de gestion, qui sont anticipées
afin d'éviter les écueils que chacun a pu percevoir dans la gestion des parties communes, dans les copropriétés, justement parce que voilà, il n'y a pas un travail social, organisationnel en amont qui est prévu pour que la convivialité dans le vivre ensemble dans ces parties communes soit optimale et épanouissante pour chacun. Alors, ce vivre ensemble, j'en parlais, est voilà, un outil, peut-être c'est le plus important de tout ça, parler de logement, d'architecture, mais habiter d'habitat participatif, ça permet au quotidien, quand on est chez soi, d'être au cœur d'un microcosme social qui, au quotidien, favorise la mixité intergénérationnelle, la mixité sociale, une convivialité, des solidarités au quotidien, et ça, évidemment, c'est quelque chose de très précieux dans la qualité de vie. Un autre aspect qu'on observe très couramment dans tous les projets d'habitat participatif, c'est que cette intelligence collective d'habitants qui planifient ensemble leurs projets les amène naturellement, sans qu'il y ait d'injonction, sans que ce soit une obligation, à une forte ambition écologique. Dans les projets d'habitat participatif, j'ai observé de manière extrêmement large que ces sujets étaient portés avec une forte ambition. Lors du passage, par exemple, à la réglementation énergétique de 2020, j'ai été surpris sur les projets où on était en cours de constater que absolument tous les projets qui avaient été planifiés bien avant avaient une performance qui était posée au programme par les maîtres d'ouvrage, donc par les habitants, qui était très supérieure à ces à ces nouveaux niveaux d'exigence qui était plus élevé. Et donc, ça n'a posé aucune difficulté. Et avec cette question de la ZAN, j'observe la même chose. On a des collectifs d'habitants qui sont très engagés. On est en train de réaliser une enquête justement sur cet aspect. Et on observe que sur 80% des projets, des groupes d'habitants qu'on a sollicités, une attente très importante sur l'impact carbone de leur projet, sur l'artificialisation, sur la consommation de foncier, etc. Donc, on a des groupes de personnes qui sont très sensibilisés dans leur programme à cet aspect. Et moi, je pense qu'ils le sont, non pas parce qu'ils sont plus militants que d'autres, mais simplement parce qu'ils se sont assis autour d'une table à réfléchir à ce qu'ils voulaient faire et que naturellement, ces facteurs-là se sont imposés à eux. Parce qu'évidemment, étant eux-mêmes les utilisateurs, leur objectif dans la création d'un habitat participatif, c'est leur qualité de vie, c'est leur cadre de vie. Ils ne réalisent pas une opération économique dans le but de dégager un profit financier, mais c'est une opération pour eux. Donc, c'est évidemment la qualité dans un premier temps qui les anime. Alors, donc, j'ai énoncé quelques généralités, quelques chiffres maintenant. En France, l'habitat participatif, ça représente 1000 projets, dont 400 livrés, qui représentent environ 4000 logements. Donc, vous voyez qu'à la fois, c'est extrêmement peu au regard du nombre de logements en France. Néanmoins, ça met en évidence le fait qu'on a un retour d'expérience, notamment de méthodologie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., qui nous permet d'avoir un recul très solide du montage de projets. On est sur une dynamique de croissance qui est assez importante, environ 15% par an. On a identifié 300 projets qui sont en travaux, en études, 300 projets en émergence, et des projets qui sont très divers. On va avoir des projets, des grandes familles de projets. Je n'aurai pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais juste pour l'illustrer rapidement, les projets en autopromotion, ça c'est, on va dire, la forme historique de l'habitat participatif qui est née suite au Castor, après-guerre, etc., toute une dynamique de mise en commun d'habitants de leurs moyens pour produire eux-mêmes, être autopromoteurs, être leurs propres promoteurs de leur logement. Donc, un groupe de foyers qui se dit, au lieu de faire construire tout seul, au lieu d'acheter moi-même un logement, et ben, on se met à plusieurs, on met ensemble nos ressources et puis on va réaliser un projet immobilier. Donc ça, c'est des projets immobiliers qui ont en moyenne une taille de 6 à 10 logements. La moyenne, c'est 7, quelque chose. La deuxième famille de projets, c'est les coopératives d'habitants qui vont s'appuyer sur un statut de propriété collective et avec notamment des emprunts, des financements bancaires souscrits collectivement qui vont permettre notamment d'inscrire des opérations dans le cadre de la production du PLS, ceux qui connaissent ces montages financiers, de créer un statut de propriété collective dans lequel les habitants sont à la fois locataires au niveau individuel et collectivement propriétaires de leur logement. Donc, la coopérative d'habitants, c'est une nouvelle manière de produire du logement, une nouvelle manière d'habiter
et de rapport à la propriété. Et puis la troisième grande famille de projets qui a émergé surtout depuis les années 2010 et en particulier depuis la loi Allure au cours donc, des 10 dernières années, c'est des projets mixtes qui se réalisent en partenariat avec un maître d'ouvrage professionnel, parfois des promoteurs privés, mais surtout des organismes HLM, des coopératives HLM, qui s'associent par un conventionnement à travers une méthode de travail adaptée avec un groupe d'habitants, parfois avec une collectivité. Et donc là, l'organisme, le promoteur, le professionnel va être le maître d'ouvrage, hein, comme il le fait d'habitude, mais il va adapter sa méthode de travail pour incorporer les futurs habitants au process de production immobilière. Et donc, ce qui est intéressant dans ces projets, c'est qu'on peut faire des plus grosses opérations en s'appuyant sur un professionnel et ses capacités techniques, mais aussi financières. Et puis surtout, on va pouvoir faire du logement aidé et en particulier du locatif social. Alors, très rapidement, ces projets, pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants et pourquoi ils nous intéressent d'un point de vue de l'intérêt public, avec un objectif que j'ai en tête, c'est celui de construire de la politique publique qui favorise l'émergence de projets d'habitat participatif. Alors, le premier argument, c'est que c'est des projets qui ont un impact très positif sur la vie de quartier. Ça, on l'observe. Il y a encore assez peu d'études, mais c'est assez flagrant. Il suffit de demander à tous les élus qui ont appuyé la réalisation de projets d'habitat participatif. Ça fourmille de vie, ça fourmille d'initiatives, et ça a un impact très positif sur le quartier. Le deuxième élément, c'est que s'appuyer sur un projet commun, sur des valeurs communes entre des habitants, c'est un vrai outil pour faire de la mixité sociale. On fait des projets dans lesquels on a des logements qui vont du libre au logement très social, et ça fonctionne bien, ça fonctionne en diffus, et ça, c'est quelque chose d'assez riche et d'assez rare, malheureusement, dans les opérations immobilières. Cette mixité sociale, elle existe également entre les générations, quelque chose de très présent aujourd'hui, avec une recherche notamment des seniors, de pouvoir penser à leur qualité de vie future, mais pas que en se regroupant avec des personnes du même âge. Et donc, on a toute une dimension du projet de vie partagé entre les générations qui fait beaucoup vivre et qui anime cette énergie, cet essor de l'habitat participatif. J'ai déjà mentionné la question de l'ambition sur la transition écologique, donc je n'y reviens pas plus dans le détail. Et je voudrais conclure cette présentation en vous présentant un projet que je trouve assez inspirant et éloquent au regard de ses objectifs. C'est un projet qui se trouve dans la petite ville de Auch, dans le Gers, qui s'appelle la Convention. On avait là un bâtiment qui est celui qui est assez diffus, comme on peut le voir. Est-ce que j'arrive à mettre le pointeur ? Option du pointeur laser, voilà. Le bâtiment, il est là, ici, voilà. Tout cet ensemble très dense dans le centre-ville de Auch. C'était un ancien couvent qui avait été transformé en école d'infirmières, etc., qui était abandonné depuis 7 ans et qui ne trouvait pas de preneur. Et malgré sa grande dimension, les promoteurs n'en voulaient pas, car trop difficilement accessible, vraiment imbriqué dans le centre-ville, pourtant un lieu magnifique, vous le voyez, des contraintes urbaines avec la question de la création des places de stationnement, etc., des espaces très irréguliers, avec beaucoup de très grands volumes, difficiles à transformer et peu valorisables financièrement, et donc un lieu qui était en vente depuis 7 ans, en très mauvais état, avec beaucoup de travaux de réhabilitation. Un collectif de 10 foyers s'est constitué et s'est lancé dans cette aventure qui a constitué à acheter ce logement et à l'aménager en 14 logements en habitat participatif. Ils en ont fait un lieu qui est d'une part très beau. Vous pourrez imaginer dans ces volumes l'aspect absolument magnifique des logements qu'ils ont pu y faire. Et puis par ailleurs, des grands espaces dont je vous parlais, dans lesquels ils ont fait des sortes de salles des fêtes, des lieux dont ils portent l'animation. Ils fourmillent d'idées et d'initiatives pour qu'il s'y passe un tas de choses. Et donc, ce lieu, c'est un endroit aujourd'hui où il y a des locaux professionnels, il y a des espaces pour se retrouver, il y a une activité associative, etc. Et donc, c'est vraiment un exemple de comment un projet de logement, on pourrait tout à fait dire, voilà, c'est des logements privés, apporte à la ville, apporte une dynamique en faisant œuvre de créativité, d'inventivité pour se réapproprier des espaces très bien situés. Je voudrais conclure en soulignant le rôle des collectivités territoriales dans l'émergence de ce type de projet
en faisant un clin d'œil à une présentation qu'on a faite la semaine dernière auprès de collectivités internationales. Les villes peuvent vraiment favoriser l'essor de l'habitat participatif dans leur politique foncière. De la même manière où elles vont flécher des fonciers au développement urbain pour des opérateurs sociaux, pour des opérateurs privés, à travers leurs aménageurs, etc., elles peuvent flécher du foncier à des initiatives d'habitat participatif, qu'elles vont évidemment encadrer, planifier, etc. On a beaucoup de retours d'expérience sur ces types de démarches. On a des professionnels qui savent les accompagner. Et donc, il faut voilà, sensibiliser les élus et les opérateurs, voilà, les travailleurs de la planification urbaine sur cet outil qui est encore trop peu connu et qui est très utile à la ville. Et je vous mets quelques références de vidéos très belles de projets que vous pourrez regarder quand on vous diffusera les diaporamas. Voilà, merci de votre attention. On voit bien effectivement à quel point l'habitat participatif est intéressant pour réactiver des territoires et recréer une vie de quartier. Et pour poursuivre dans cette thématique, Pierre Arnold, vous êtes urbaniste chargé de projet à Urbamonde, qui est une association franco-suisse qui a pour objectif de promouvoir l'habitat participatif au niveau local et international. Eh bien, effectivement, ça va bien s'enchaîner avec la présentation de Pierre-Charles. Moi, je vais prendre une approche plutôt de la gestion durable et permanente du foncier qu'il nous reste dans nos villes et nos espaces urbains. Donc, Urbamonde, c'est une toute petite association qui existe en France et en Suisse. On travaille ensemble, mais on est deux structures, chacune en droit national, qui fait des projets de coopération internationale avec des partenaires dans différents pays avec lesquels on travaille, toujours sur des questions autour du logement et de l'autogestion dans la fabrique de la ville. On accompagnait à un moment aussi des projets d'habitat participatif ou coopératif à Genève et en France, mais on ne le fait plus actuellement, mais ça pourrait revenir. On fait beaucoup de travail de documentation et valorisation de bonnes pratiques sur les habitats participatifs, autogérés, dans une optique non spéculative. On fait à ce titre aussi de la recherche et on essaie de construire du plaidoyer. Et on fait la coordination d'un réseau international qui s'appelle le réseau Cohabitat, qui regroupe des organisations vraiment du monde entier qui travaillent sur les questions de l'autogestion dans la production de la ville et de défense du droit à la ville, du droit au logement dans des contextes vraiment très différents. Donc le ZAN, il y a différentes manières d'arriver à ces objectifs. C'est des objectifs très importants et qu'on ne peut que appuyer. Après, la question, c'est comment on le fait et qui va en bénéficier. On peut s'imaginer qu'on fasse un travail vers une non-artificialisation sans outils publics. Et là, évidemment, ça entraîne une augmentation brutale des coûts du foncier, du logement, de tout ce qui a une valeur spéculative et donc potentiellement une rétention spéculative des biens qui pourraient être transformés. Là, ça devient, dans ce panorama-là, un peu la loi du plus fort, avec comme conséquence l'augmentation des inégalités socio-économiques qui existent déjà, mais aussi la ségrégation spatiale et la différence entre les territoires qui sont plus dotés d'infrastructures, de ressources, de capacités de gestion. Heureusement, en France, on a beaucoup d'outils publics qui peuvent nous servir, mais il y en a encore qui pourraient être plus utilisés ou améliorés. Évidemment, il y a des établissements publics fonciers, donc c'est des banques de sol, des banques de foncier, mais qui souvent vendent le foncier, ne le conservent pas ou ne le gardent pas dans une gestion publique toujours. Pour cela, il y a maintenant un concept que je vais développer un peu après, qui sont les organismes de foncier solidaires pour ce qui est du logement. Ça, c'est un outil très important pour cette question de la gestion future du foncier. Il y a des mesures qui doivent être prises par l'État et les collectivités sur le contrôle des prix, les sanctions aux fonciers sous-utilisés ou à utilisation spéculative. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Des questions sur la priorisation avec la participation des habitants et habitantes et des acteurs du territoire, des acteurs sociaux et environnementaux, de quelles sont nos stratégies d'aménagement. Pas seulement de dialoguer avec les acteurs économiques dans une vision utilitariste du territoire, mais vraiment prendre en compte les enjeux sociaux et économiques dans la planification, dans les différentes strates de gestion du territoire. Et de là émerge aussi la question d'avoir du foncier non spéculatif mis à disposition d'initiatives citoyennes, que ce soit l'habitat participatif, comme ça vient de présenter, ou autre,
Donc moi, je vais centrer ma présentation sur ça, sur la question du long terme pour l'habitat et des initiatives citoyennes. Les organismes de foncier solidaire, c'est quelque chose de très innovant en France. C'est assez récent, il n'y en avait que 9 il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est à 123 organismes de foncier agréés. Ce sont des entités qui ont pour objectif de gérer du foncier pour toujours en louant le droit à bâtir, le droit à utiliser le foncier à des fins sociales pour faire du logement abordable et éventuellement des activités commerciales qui ont un but de rester non spéculatif dans le temps. Donc l'objectif, c'est d'enrayer le phénomène de gentrification, de touristification, de déplacement des ménages vers les périphéries. Donc c'est essentiellement des structures qui sont gérées par des acteurs traditionnels de la fabrique de la ville, des organismes HLM, donc des coopératives HLM, des organismes publics de l'habitat, des offices publics de l'habitat. Il y a aussi des collectivités qui sont très engagées dans ces OFS, mais aussi des entreprises privées parfois dans certains territoires. Pour la grande différence, c'est que entre ça et l'accession standard à la propriété, c'est que déjà il y a des plafonds qui sont les mêmes que le logement social. L'usage ne peut être que la résidence principale et pas une résidence secondaire ou de l'investissement immobilier. Et les personnes n'achètent pas le foncier, ce qui veut dire que leur prix d'achat et donc leur endettement, s'ils prennent un crédit, est beaucoup moins long puisqu'on a une réduction de 15 à 40% du coût quand on extrait le foncier du calcul de l'emprunt. Il y a des bénéfices économiques qui sont associés à ça. Et en contrepartie, le ménage ou le bailleur HLM va louer l'usage du sol à l'OFS. Et donc, il y a une redevance qui est payée, soit par chacun des copropriétaires, soit par les acteurs institutionnels, à l'OFS. Et ça dépend vraiment, c'est très variable d'un OFS à l'autre, en fonction de la maîtrise foncière publique et des subventions que peuvent mettre les collectivités pour réduire cette charge sur les ménages. Donc, à Rennes Métropole, qui est un des premiers OFS, il y a un énorme effort de la collectivité qui est fait pour que cette redevance soit la plus faible possible. C'est 15 € du mètre carré par mois. Donc, si on prend un appartement de 70 mètres carrés, ça fait 10,50 € par mois. Alors qu'à Paris, on est sur des prix de plus de 3 € par mètre carré. Donc, cette location à l'OFS, elle dépasse les 200 € pour un appartement de la même taille. Donc, on est sur des variabilités qui sont liées à la difficulté d'acheter du foncier et donc de pouvoir baisser ses coûts pour les usagers finaux. Dans tous les cas, on encadre le prix du logement et des transactions foncières à venir, les transactions de logement pour le coup. Donc, ça assure que dans le temps, ce seront toujours les mêmes catégories socio-économiques de ménages qui pourront accéder à ces logements. Il n'y aura pas un processus de gentrification sur le long terme. Ça, c'est vraiment essentiel sur la maîtrise d'avoir un parc de logements abordable dans le temps sur des territoires tendus. Et encore plus quand le foncier devient de plus en plus rare. Donc, ce modèle, en fait, s'inspire des Community Land Trust, qui est un modèle qui est né aux États-Unis dans les années 70, vraiment le développement, mais les pionniers, c'est 68. Donc, la grande différence avec les OFS, c'est la gouvernance. C'est le fait que dans le conseil d'administration, il y a des résidentes et des résidents qui représentent un tiers du conseil d'administration, un tiers d'organisations, il y a un tiers d'organisations communautaires, donc des gens qui travaillent dans le quartier, qui n'ont pas un but lucratif et qui assurent avec les résidents qu'il n'y aura pas de changement d'usage dans le temps du foncier pour que l'objet de l'usage du foncier soit en bénéfice des résidents et pas d'investissement économique ou spéculatif. Ça représente 44 000 logements aujourd'hui aux États-Unis et il y a des Community Land Trust au Royaume-Uni, au Canada, il y en a un à Bruxelles qui marche très bien. Donc c'est un modèle qui a fait ses preuves et qui en France a donné l'OFS, mais sans cette composante de gestion habitante dans la gouvernance. Un exemple d'un CLT à Boston, donc dans une zone très tendue de mégalopole mondiale. Ce trust, il gère 1300 parcelles qui représentent 12 hectares sur lesquelles ils ont construit des logements en accession à la propriété, donc avec cette dissociation de la possession du foncier et du bâti, pour des ménages ne gagnant pas plus de 80% du logement du revenu médian du quartier. Donc c'est une approche sectorielle. Des logements en coopérative qui sont un peu sur le modèle qu'expliquait Pierre Charles, où les personnes sont à la fois locataires
et sociétaire de la société de logement abordable, et puis du logement locatif subventionné. Et dans les nouvelles opérations d'aménagement, le CLT négocie pour avoir des logements pour le CLT, pour étendre le parc de logements qui est sous ces statuts-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que du foncier pour du logement qui est extrait de la spéculation et qui est géré par le Community Land Trust. Il y a aussi du logement pour du foncier pour des activités liées à l'économie sociale et solidaire, des espaces verts, des terrains de jeu pour les enfants qui sont essentiels dans les villes, et aussi pour l'agriculture urbaine. Donc il y a 5 fermes serres à Boston qui sont gérées sur du foncier du CLT par The Food Project, et ça c'est essentiel pour la souveraineté alimentaire, le lien à la terre, la compréhension de ce que c'est que notre environnement et d'où vient la nourriture qu'on utilise. Un autre mode de gestion qui est existant en France, c'est les foncières ou les fonds de dotation qui permettent une gestion citoyenne d'espace dans la même idée de dissocier l'usage de la propriété de manière à ce que la propriété reste avec un but pour le bien commun sur le très long terme et que l'usage soit géré par un contrat d'usage avec cette structure qui possède le foncier. Donc ça existe dans le monde agricole depuis déjà pas mal de temps avec la foncière Terre de Liens. Et il y a une autre foncière qui existe maintenant qui s'appelle la foncière Antilote, qui fait à peu près la même chose pour des lieux culturels, des tiers-lieux, du bâti, ça peut être du logement, dans l'objectif de préserver sur le très long terme la gestion du lieu pour le bien commun et pas pour l'intérêt des gérants de l'association du moment. Donc là, il y a un exemple que vous pouvez regarder d'un lieu qui a été mis en commun sur cette base-là. Sur l'habitat participatif, peut-être ajouter à la présentation de Pierre-Charles un aspect international, que c'est quelque chose qui existe vraiment dans le monde entier à différentes échelles et bien sûr dans des contextes très différents. Une plateforme qu'on a créée avec le réseau Cohabitat qui s'appelle cohabitat.io. Vous pouvez trouver plein de cas d'études et d'exemples du monde entier. Et il s'agit aussi de projets qui sont souvent primés par des prix internationaux, notamment le prix mondial de l'habitat, qui est organisé par la Fondation World Habitat et en partenariat avec ONU Habitat, qui prime ces projets parce qu'il s'agit vraiment de l'innovation sociale, écologique, et cette optimisation de l'espace, de la gestion, la créativité qui en ressort est vraiment quelque chose de l'ordre de la bonne pratique internationale que les villes doivent connaître et fomenter, disons, dans leur territoire. J'ai mis quelques exemples, la coopérative zurichoise Meals Wohnen, une coopérative à Barcelone qui s'appelle la Borda, le CLT, le Community Land Trust de Bruxelles qui a été primé l'année dernière pour son travail justement sur le logement très abordable, la coopérative Sostre Civic qui est une multiple coopérative qui a différents projets. Tous les projets sont de construction environnementale, construction de bois, d'immeubles en bois, etc. Et puis un projet français d'habitat participatif sous forme de coopérative d'habitants qui a été aussi reconnu avec un prix de bronze il y a 2 ans à Beaumont-sur-Lèze, c'est dans l'aire urbaine, l'aire d'attraction de la métropole de Toulouse. Et ce sont des logements écologiques non spéculatifs, donc de très hautes performances environnementales sur un foncier géré par les habitants. Et un exemple d'habitat participatif que j'ai pu visiter il y a peu en région parisienne, c'est assez intéressant, c'est de l'intervention de fonciers qu'on pourrait penser compliqués, parce que là, il s'agit de pentes à Ivry-sur-Seine, donc un dénivelé très important et des petites parcelles qui sont liées à l'histoire du logement populaire de ce quartier, qui ne rendrait pas attractif pour un promoteur le fait d'acheter des petites parcelles avec des difficultés pour faire des opérations de logement, alors que pour des habitants du quartier qui souhaitent s'organiser, continuer de vivre dans un quartier sur lequel ils ont des attaches, pouvoir trouver du logement abordable en première couronne de Paris, ce sont des très bons exemples. Et donc là, en plus, on a une architecture qui s'intègre totalement à cette question de pente, aux densités qui sont importantes, mais pas trop. Et voilà. C'est un exemple que vous pouvez chercher. Et un dernier cas d'étude qui me semble vraiment dans le sujet, c'est celui de l'habitat réversible, qui est assez peu connu, malgré le fait que c'est absolument un boom en ce moment en termes de demande et de nouveaux projets qui émergent. L'habitat réversible, c'est la non-imperméabilisation du foncier pour pouvoir construire sur des terrains inconstructibles au PLU. Donc, ce sont des terrains qui sont à vocation agricole ou qui peuvent être à vocation zone naturelle ou des espaces sur lesquels il n'y a pas d'usage défini aujourd'hui.
mais dans l'objectif de ne pas imperméabiliser. Ce sont des constructions qui sont avec des fondations réversibles, soit des pneus, comme on peut voir sur la photo du milieu. Donc, il n'y a pas d'excavation du foncier, ou alors des vis de fondation, des choses comme ça. Il y a 3 typologies ou 4 typologies qui rentrent vraiment dans cette idée d'habitat réversible. L'habitat démontable, donc les yurts, les constructions qui sont faciles à replier. L'habitat mobile ou transportable, les tiny houses, les roulottes, toutes sortes de choses qu'on peut déplacer avec un véhicule. Et l'habitat biodégradable, qui est la construction terre-paille, les terre, des constructions qui, une fois détruites, n'ont aucun impact négatif sur le sol, puisque ce sont des matériaux biodégradables. La loi Allure reconnaît l'habitat réversible sous l'appellation résidence démontable. Et c'est l'habitat réversible, cette notion-là qui est créée par Amo Léger, est plus large et plus accueillante que celle de résidence démontable. Amo Léger, c'est une association qui en fait la promotion. Et ce qu'elle fait en particulier comme modèle, c'est la promotion de la mise à disposition de terrains publics sous forme de baux amphithéotiques, donc sur 99 ans bien souvent, pour des associations d'habitants qui vont vivre ensemble sous forme d'habitat réversible, ce qui ne nécessite qu'un permis d'aménager et non pas une somme de permis de construire. Donc, il n'y a pas de permis de construire de nécessaire, juste un permis d'aménager, ce qui est la même chose un peu comme sur un camping où il y a des emplacements qui sont prédéfinis, mais le mode d'habiter peut changer. Et c'est l'association qui va gérer les changements, les mutations au sein de ses membres et donc les formes d'habitat et être le détenteur du bail et la structure qui communique avec la collectivité. Donc c'est très rapide à mettre en œuvre et c'est très abordable. Ce qui a beaucoup l'intérêt, c'est que ce ne soit pas des logements pour des personnes qui souhaitent vivre en écologie mais qui ont les moyens d'acheter à 100 000 € une maison roulante. Là, il s'agit de logements qui, avec un peu d'astuces, d'autoconstruction, de récupération, peuvent descendre à des prix de 15 000 € en considérant le foncier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à la fois écologique et social. Amo Léger fait de l'accompagnement des collectivités dans la mise en place d'appels à manifestation d'intérêt pour des résidents qui souhaitent vivre dans ce mode-là. C'est un succès vraiment incroyable auprès des élus, de petites villes, de villes moyennes également. Et puis, ça répond à une demande citoyenne à chaque fois qu'il y a des réunions. Il y a des centaines de personnes de toute la France qui viennent, de toutes les générations, pour essayer d'en savoir plus ou pour échanger sur leurs pratiques. Et Rennes Métropole, qui est là où je vis, a également adapté cette idée d'usage temporaire du foncier et non imperméabilisant à travers de l'habitat réversible pour de l'habitat social, du logement d'abord et du relogement d'urgence, sous forme d'habitat déplaçable, en l'occurrence, qui peuvent être déplacés avec un camion. C'est pour des publics très vulnérables. C'est sur des terrains qui sont en attente de permis de construire ou d'urbanisation et qui seront peut-être construits dans 4 ans ou dans 5 ans. Et en attendant, on utilise le terrain pour pouvoir mettre des personnes en résidence principale, le temps qu'elles aient un logement social qui leur soit attribué. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises cette semaine pour aller voir les différents sites. C'est vraiment tout récent. Il y en a plusieurs à Rennes Métropole. C'est des conteneurs qui sont faits par différentes entreprises de territoire. C'est de 20 à 30 mètres carrés et c'est indépendant énergétiquement en fait. Il y a pas vraiment besoin de chauffage juste pour l'humidité, mais c'est vraiment des très hautes performances environnementales. Et cette dernière slide, c'est un exemple de la même idée, mais avec une composante d'autoconstruction. C'est pour des personnes en situation de rue ou des étudiants pour le coup, qui sont en difficulté d'accéder au logement, ou qui souhaitent apprendre à construire des logements comme ça. Donc il y a un composant accès à une formation professionnelle et insertion professionnelle, temps de travail qui est mis à disposition, matériaux écologiques et haute performance énergétique. Et ce prototype que vous voyez là, c'est une entreprise, une micro-entreprise qui s'appelle Elicity, qui résulte de quelques étudiants ingénieurs d'un campus de Rennes qui ont créé ce projet-là et qui maintenant est en train de se développer à Rennes Métropole. Donc voilà des exemples très divers de gestion non professionnelle pour le coup là, mais citoyenne, d'usage temporaire plus ou moins long de fonciers qui ne sont pas supposés constructibles, mais sur lesquels on peut très bien vivre sans avoir un impact sur l'environnement. Merci. Merci beaucoup effectivement pour ce panel d'initiatives citoyennes. Je propose qu'on continue et qu'on donne la parole à notre dernier intervenant,
Bonjour Vincent Josso, vous êtes ingénieur architecte, directeur associé du Sens de la Ville, qui est une coopérative de stratégie urbaine, de programmation et d'ingénierie de projet, qui conseille donc des maîtrises d'ouvrage publiques et privées. Et vous êtes également cofondateur de Basse Commune, qui est une coopérative et une foncière créée en partenariat avec Plateau Urbain. On a évoqué rapidement le principe du bail réel solidaire qui est jusqu'à présent pratiqué principalement pour le logement, c'est ce qu'on voyait juste avant. Et vous travaillez justement à ce que ce principe s'ouvre davantage au secteur commercial et professionnel pour favoriser l'implantation d'activités productives, solidaires, etc., pour réactiver des territoires et des rez-de-chaussée. Donc, je vous laisse nous en dire plus sur ce sujet. Oui, vous l'avez dit, je représente ici 2 structures. La première, c'est le Sens de la Ville, qui est une coopérative d'urbanistes. J'ai mis ici quelques-uns des thèmes. Si on travaille sur des sujets plus vastes et pas mal d'échelles, mais qui sont peut-être un peu plus directement liés à la question posée. Donc, on travaille pas mal sur la question des rez-de-chaussée actifs, la question de la fabrication, du retour de la fabrication en ville, sur l'urbanisme transitoire et sur les moyens de créer ce qu'on appelle de l'immobilier d'intérêt collectif, mais je vais un peu y revenir et je suis ravi d'intervenir avec vous tous aujourd'hui. Effectivement, j'ai choisi d'axer cette présentation sur ce qui, dans notre pratique d'urbaniste, relève plutôt de lieux de travail, de formes d'économie et d'économie émergente, qui nous semble essentiel d'intégrer dans nos projets et qui renvoie aussi à des notions de participation. Donc, je pense que ça fera pas mal le pendant avec ce qu'ont présenté Pierre-Charles et Pierre, même si, du coup, en 10 minutes, je vais forcément un peu survoler certaines des questions, donc je m'en excuse, mais n'hésitez pas à m'interroger via le chat ou en levant la main. Le premier constat, c'est un constat peut-être un peu abrupt, mais qui est que il y a plus besoin aujourd'hui, pour quelques années, de construire du bureau dans sa forme classique, en tout cas du bureau neuf. Si vous prenez la Défense aujourd'hui, 1 tour sur 7 est vide, tour sur 7. Et si on élargit la focale à l'Île-de-France, 4,4 millions de mètres carrés sont vacants. C'est un chiffre qui continue d'augmenter, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on construit des nouveaux immeubles de bureaux, là, c'est l'exemple d'un très, très grand campus, alors qui est très vert, parce que c'est un campus en bois, donc très décarboné, qui est construit à quelques kilomètres, quelques encablures de la Défense. Ça veut dire qu'on est juste en train de vider d'autres bureaux, qui sont peut-être eux en béton, mais qui sont bien existants. Donc, le premier constat, c'est quand même celui d'un besoin de construction de lieux de travail, en tout cas tertiaire traditionnel, qui s'est réduit très, très, très fortement. Alors, derrière ça, il y a évidemment la question de l'évolution des pratiques du travail. Évidemment, la pandémie du Covid a contribué à vider un peu ces lieux. Les salariés, quand ils le peuvent, puisque c'est le cas d'un peu plus de la moitié d'entre eux, restent chez eux 2 jours par semaine. Le bureau devient un peu plus un endroit où on va pour rencontrer, avec une fonction sociale plus importante, peut-être qu'une fonction juste de travail. Puis on voit qu'on a une hausse de la sous-location d'espaces de travail qui souvent deviennent un peu trop grands. Mais plus fondamentalement, parce que ça, c'est des tendances qui sont peut-être un peu cycliques, le monde et les économies qui contribuent à le construire évoluent. Elles évoluent sur un tas de domaines. J'en ai cité quelques-uns auxquels nous, on est peut-être plus attentifs, plus engagés dans leur intégration dans les projets. Le fait que l'activité manufacturière productive redevient une composante importante et pas uniquement le tertiaire. Donc, on parle d'artisanat, de réindustrialisation. Le fait que la transition, la bifurcation écologique va de pair avec un nouveau type d'activité, avec un plus fort impact social et environnemental que l'économie traditionnelle. Le fait qu'il y a une aspiration à des projets
entrepreneuriaux ou associatifs plus collectifs qu'il y a quelques années, le fait que les lieux se déspécialisent, et c'est toute la question notamment des tiers-lieux. Certains projets présentés d'ailleurs juste avant peuvent rentrer dans cette dénomination. Et le fait que l'économie sociale et solidaire et les principes coopératifs qui la gouvernent devient sans doute un des outils majeurs de la transition. Et quand on pose la question des nouveaux modèles économiques et du lien avec leur participation, l'économie sociale et solidaire, c'est la participation des salariés à leur outil de travail. Et donc, c'est fondamentalement aussi une bifurcation sur nos modes de vie et nos modes de vie en société. Alors, ça s'incarne dans des lieux qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît bien que beaucoup d'entre nous ont sans doute visité à différents niveaux. Alors, j'en ai mis 2 ici, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus, qui sont souvent des lieux dits en programmation ouverte, c'est-à-dire que avant de les créer, c'est des lieux qui ont été créés avec leurs occupants, chemin faisant, y compris dans leur forme, dans leur programmation, et qui sont des lieux évidemment beaucoup plus évolutifs qu'un immeuble de bureau traditionnel, même si j'ai volontairement choisi 2 espaces qui sont plutôt tertiaires, en tout cas d'immeubles tertiaires, à savoir un ancien immeuble de bureau et une ancienne université, donc le 6B à gauche à Saint-Denis, qui est occupé depuis maintenant une quinzaine d'années par des artistes, des créateurs, mais aussi de petites entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et à droite, une très grosse université qui va être occupée pendant 2 ans, peut-être 3 ans, via Plateau Urbain, par le même type de structure, peut-être plus orientée vers la production de savoir, notamment. Et ces lieux rencontrent un vrai succès, avec derrière une revendication d'une partie des acteurs qui les portent, de faire que cette façon de créer des espaces pour des activités de la transition et des activités qui reposent sur une économie plus coopérative devienne presque un passage incontournable, passage obligé des nouveaux projets. Ça avait notamment été l'objet d'une tribune dans Le Monde en 2020, en disant que sur l'exemple du logement social, chaque ville doit produire 20% de logements sociaux, 20% d'une opération de réhabilitation ou de construction devrait être consacré à des espaces d'inventivité, de solidarité, accessibles au prix des charges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au prix des charges? Ce qui sous-tend ça, c'est le modèle classique à gauche. Donc ça représente le loyer qui est payé par un occupant dans un bureau standard. Donc on voit qu'on a une ardoise foncière qui représente la majeure partie, évidemment, du loyer. Donc on rémunère son propriétaire qui lui-même a dû s'endetter pour, en général, acheter un bien. Et en bleu, c'est ce qui représente des coûts de gestion, d'animation, d'accès à des fluides, de charges, d'électricité, etc. Et on voit que ces lieux en zone très dense, très tendue comme Paris, ils sont permis parce qu'on suspend, en fait, ces lieux souvent dans leur première, en tout cas, premiers âges sont des lieux souvent transitoires. C'est-à-dire qu'il y a un propriétaire qui, pour un tas de raisons différentes, accepte de ne pas rémunérer son foncier, et ça permet une économie qui est différente de 2 façons, à la fois parce que vous y avez accès pour des loyers qui sont a priori 2 fois moindres, enfin ça peut être assez variable, mais on peut simplifier 2 fois moindres que ceux du marché, mais qu'en plus, vous avez la partie verte qui est la possibilité d'une gestion sur place. Donc, l'effacement du foncier permet aussi des modes d'organisation, de gouvernance et de gestion humaine qu'on n'a pas du tout dans des projets plus classiques. Donc en zone immobilière, tendue, dans des marchés tendus, ça fonctionne parce qu'il y a un renoncement provisoire au revenu du foncier. C'est beaucoup plus simple potentiellement dans le rural. Alors, potentiellement parce que ce qui pèse en général assez lourd dans ce cas, c'est le coût des travaux, mais en tout cas,
La partie foncière, le fait qu'il faille rémunérer un propriétaire est, elle, beaucoup moins pesante. Donc, c'est vrai que ces nouveaux lieux, qui sont à la fois des lieux de vie et des lieux d'entrepreneuriat et des lieux citoyens, on les voit vraiment beaucoup émerger, notamment dans des contextes ruraux, parce que le foncier y est une donnée beaucoup moins importante. Donc, l'ensemble de ces constats pousse évidemment à se poser la question du foncier comme d'un commun, et de faire en tout cas de la propriété une question collective. Raphaël en a parlé en introduction, et c'est évidemment inspiré par la théorie des communs, revitalisée par Elinor Ostrom il y a quelques décennies. Pour faire de ce foncier comme commun, alors il y a des pistes, certaines ont déjà été pas mal déflorées par les 2 présentations précédentes, et notamment l'existence d'outils comme Terre de Liens, donc foncière solidaire, dont l'enjeu est bien de se réapproprier, alors là pour permettre des projets agricoles. Et c'est vrai que souvent, le foncier agricole est un peu une inspiration pour des choses qui peuvent aussi se passer en ville. En tout cas, l'idée, c'est de collecter de l'épargne citoyenne, des legs, des héritages, pour permettre à des jeunes agriculteurs de ne pas porter le coût du foncier sur lequel ils développent des projets nourriciers. Donc du coup, nous, Sens de la Ville, en tant que coopérative d'urbanistes, on s'est posé la question à un moment donné de créer un outil inspiré très fortement de Terre de Liens, donc aussi une foncière solidaire, mais alors dans une acception qui est différente de celle de l'Office de foncier solidaire. Comme l'a dit Pierre Arnold, c'est vraiment un outil vraiment très public, l'Office de foncier solidaire. Là, c'est plutôt un outil d'origine citoyenne, comme d'autres que j'ai cités à droite, donc, qui interviennent sur différents types d'objets, différents types de territoires, villages vivants dans les villages, éthique, c'est vraiment sur des bureaux. Donc nous, Basse Commune, l'idée est vraiment d'intervenir pour acheter, porter de façon durable des rez-de-chaussée à impact social, et que ces rez-de-chaussée à impact social soient vraiment des communs d'un quartier. Donc c'est une structure qu'on crée en ce moment, enfin qui a été créée, qui est en train d'acquérir ses premiers rez-de-chaussée que vous voyez en bas de la page, et que le Sens de la Ville a créé avec Plateau Urbain, pas par hasard, hein, parce que Plateau Urbain se pose évidemment la question. Donc Plateau Urbain, pour ceux qui ne sont pas français, c'est une coopérative qui transforme transitoirement des bureaux en espaces pour les créateurs, et c'est eux qui gèrent notamment un des projets que vous avez vu sur la slide précédente, qui s'appelle la Césure. Donc, l'enjeu de Basse Commune, dont vous voyez un peu le montage juridique sur ce schéma, c'est de garantir que les occupants ont accès à la gouvernance de l'outil qui porte leurs murs, les murs dans lesquels ils font un projet. Et ça passe par un outil que vous voyez en haut, qui est la société coopérative d'intérêt collectif, qui est un outil que vous retrouverez souvent dans ce genre dans le mouvement des foncières solidaires. Pourquoi? Parce que il repose sur le multisociétariat, c'est-à-dire l'association de toutes les parties prenantes et pas que les financeurs. Évidemment, il y a des financeurs, on doit acheter des murs qui sont assez chers, mais il n'y a pas que les financeurs. Il y a une lucrativité limitée, qui correspond à l'inscription dans le principe des coopératives, et justement les principes coopératifs qui sont qu'on décorrèle, au moins dans une certaine mesure, la gouvernance par rapport aux apports financiers. Donc l'outil, le modèle de la SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, c'est un modèle qu'on va retrouver très souvent pour que l'usager final, l'habitant, le citoyen, l'association d'entrepreneurs ait une voix au chapitre sur le foncier qui héberge son projet, sans forcément que cette voix au chapitre signifie qu'ils doivent s'endetter ou mettre en danger sa structure pour acquérir le foncier à son prix. Voilà, ce foncier coûte très cher. Voilà, donc pour conclure, ces deux idées-là un peu importantes, si Catherine Merkel, c'est que la bifurcation écologique, ça passe par ces lieux de travail à impact qu'il faut arriver à multiplier et accompagner, et les multiplier et accompagner,
re-questionne en rebond les modes de propriété et de gouvernance collective du foncier.